Bonjour. Nous continuons à étudier l'écoulement non uniforme. Nous avons introduit déjà une notion qui était celle d'énergie spécifique et cela avait abouti à définir un régime critique. Et c'est cette notion de profondeur critique et de régime critique que nous allons approfondir maintenant. Rappelons d'abord l'équation de l'énergie spécifique, donc l'énergie par rapport au pied de la section, h racine de 1 moins 0 carré plus alpha q carré sur 2ga carré. Et rappelons-nous aussi que cette énergie spécifique nous avait permis de dire qu'il existait pour une énergie spécifique donnée un débit maximum pour une profondeur critique et pour un débit donné une énergie spécifique minimum pour cette même profondeur critique. Voyons ce que cela donne, cette notion de profondeur critique pour une section trapézoïdale, qui est définie par la largeur au plafond L, par la profondeur H et par la pente de talus petit p. Nous pouvons calculer l'air mouillé exactement comme nous l'avions fait pour l'écoulement uniforme en additionnant le rectangle HL et les deux triangles 2 fois 1,5 pH carré. On peut calculer également la largeur de la surface libre en ajoutant à petite l, la largeur au plafond, 2 fois la quantité pH qui correspondent aux deux extrémités de part et d'autre. Si on reprend l'équation de la profondeur critique, celle qui est rappelée en haut à droite, et qu'on remplace L et A par leur valeur, nous obtenons l'équation qui est indiquée ici, équation dans laquelle nous voyons que dans le premier membre, aussi bien L que A dépendent de la profondeur, et on va retrouver cette profondeur à différents endroits. Ce qui veut dire que l'équation est une équation qui ne peut pas être résolue de manière immédiate et nous devrons de nouveau procéder par itération. Comment allons-nous faire ? On va écrire h³ dans le premier membre égal à tout le reste dans le second membre, tout le reste dépendant également de h. Et donc nous allons nous donner une valeur de h dans le second membre, en déduire la valeur dans le premier membre, qu'on va réintroduire dans le second, et ainsi de suite. Prenons le même exemple que celui qui nous a servi pour le calcul de l'écoulement uniforme. Nous voyons que dans les données, nous avons estompé la valeur de la rugosité, tout simplement parce que la rugosité ne joue aucun rôle dans le calcul de la profondeur critique. Nous prenons une première valeur de la profondeur, 2 mètres, que nous introduisons dans le second membre, et en calculant le premier membre en remplaçant bien sûr h par 2, nous trouvons une valeur de 3,21 mètres. Valeur que nous réintroduisons dans le second membre, qui nous permet de calculer une autre valeur du premier membre, 3,074, et ainsi de suite. Nous réintroduisons cette valeur dans le second membre, calcul dans le premier membre, et ainsi de suite. Et nous voyons que nous convergeons vers une valeur de 3 mètres et 87 mm, qui est donc la profondeur critique. Si la section, au lieu d'être trapézoïdale, est rectangulaire, cette expression peut être simplifiée, tout simplement parce que P pour une section rectangulaire est égal à 0. Et dans ce cas-là, dans l'expression de hc³, nous pouvons supprimer P, et cette équation se simplifie, et nous voyons que la profondeur critique est la racine cubique de alpha sur g racine de 1 moins 0 carré, q carré sur L carré.
Et cette valeur-là peut se calculer directement, il n'y a plus besoin d'itération pour calculer la profondeur critique dans une section rectangulaire. Ça veut dire que, on revient à notre section trapézoïdale, nous avons défini la profondeur uniforme et maintenant nous venons de définir la profondeur critique. Et cette profondeur uniforme, elle valait à peu près 4,18 m et la profondeur critique que nous venons de calculer vaut à peu près 3,09 m. Les deux valeurs sont donc différentes, elles sont distinctes. Et nous allons maintenant nous intéresser à la variation de ces deux valeurs et on va essayer de comprendre quel est l'intérêt justement de cette variation pour définir les différents types de lignes d'eau. Le plus intéressant, c'est de regarder comment HC en rouge et HU en vert varient en fonction de la pente de fond. Si on regarde d'abord l'équation en rouge, le premier membre, racine de 1 moins S0 carré, est en fait très peu variable. Pourquoi ? Parce que dans la réalité, S0 ne varie pas tellement. Mettons au maximum dans un canal très incliné, et en excluant bien entendu le cas des évacuateurs de crue qui est un peu particulier, mais au maximum on va trouver 10%. Et bien, si on trouve 10% pour S0, la racine de 1 moins S0 carré sera à peine différente de 1. Et donc HC va varier très peu en fonction des valeurs courantes de S0. Évidemment, pour HU, c'est tout à fait différent. HU est très sensible à S0. HU vaut même l'infini pour S0 égale à 0. Et donc la courbe verte, elle, est très variable. Et du coup, bien entendu, nous avons la tentation de définir une pente de fond, qu'on va appeler la pente critique, pour laquelle les deux valeurs HU et HC sont égales. Et on va également pouvoir alors définir deux zones. Une zone pour laquelle la pente est plus faible que la pente critique, qu'on va appeler la zone des pentes hydrauliquement faibles, ou en anglais mild slope. Et du coup, on va donner le nom M aux lignes d'eau qui correspondent à ce cas-là. Et une zone où la pente est plus forte que la pente critique, en anglais steep slope, et ce sont des axes hydrauliques, des lignes d'eau que l'on va dénommer S. Il y a une chose intéressante qui va nous permettre de tirer des conclusions utiles pour la suite. Si on regarde par exemple une goutte d'eau qui tombe à la surface de l'eau, on voit qu'on a une onde, des ondes circulaires qui vont se répandre à partir du point d'impact, et ces ondes ont une certaine célérité. En fait, dans un canal ou dans une rivière, l'information aussi a une certaine célérité, et cette célérité, qui est comparable à la célérité de l'onde de surface de la goutte d'eau, cette célérité est donnée par l'expression qui se trouve sur la diapositive. Si maintenant nous supposons que la vitesse de l'eau est précisément égale à la célérité de l'information, ça veut dire que V, qui est par définition le débit divisé par l'air mouillé, est égal à C. Et si dans l'expression de C nous remplaçons C par Q sur A, après quelques manipulations, nous retombons sur cette fameuse équation alpha Q carré L sur G A cube est égal à racine de 1 moins S0 carré. Et de nouveau, c'est l'équation de la profondeur critique. Ça veut dire que si la profondeur est égale à la profondeur critique, H est égal à HC, la vitesse de l'eau automatiquement est égale à la célérité de l'information ou encore à la vitesse critique VC. Alors, en soi, ça n'a pas l'air très important, mais nous verrons qu'on peut en tirer des conclusions intéressantes. Essayons de distinguer justement le cas où la profondeur est
supérieure ou inférieure à la profondeur critique. Si la profondeur est supérieure à la profondeur critique, automatiquement la vitesse est inférieure à la vitesse critique, et nous allons parler d'un écoulement subcritique, vitesse inférieure à la vitesse critique, ou encore un écoulement fluvial. Si par contre la profondeur est inférieure à la profondeur critique, la vitesse, elle, est supérieure à la vitesse critique, et nous parlerons d'un écoulement supercritique ou encore d'un écoulement torrentiel. Dans le cas d'un écoulement subcritique, nous avons les vitesses suivantes. V, c'est la vitesse de l'eau en bleu, et Vc, c'est la vitesse de l'information en vert. Et nous voyons que l'information est bien entendu capable d'aller vers l'aval, mais elle est aussi capable de remonter vers l'amont. Et nous dirons donc que l'information peut venir aussi bien de l'amont que de l'aval. Si par contre, nous sommes dans le cas de l'écoulement supercritique, la vitesse de l'eau en bleu est supérieure à la vitesse de l'information en vert, et bien sûr l'information n'a aucune difficulté à descendre vers l'aval, mais par contre elle devient incapable de remonter le courant vers l'amont. C'est un peu comme un enfant qui essaie de remonter un escalier mécanique en descente. S'il n'est pas assez rapide, il n'arrivera pas à remonter. C'est exactement la même chose ici. Et donc ça veut dire que dans ce cas-ci, l'information ne peut venir que de l'amont. Alors cette information, c'est quoi? C'est une information sur le débit, celle-là elle vient toujours bien sûr de l'amont. Et l'autre information, c'est un point dont on connaît par exemple la profondeur. On pourrait dire la ligne d'eau qui aboutit par exemple dans l'océan, le niveau de l'océan, c'est un point de raccordement de la ligne d'eau. Eh bien, nous dirons que dans le cas d'un écoulement subcritique, ce point auquel peut se raccrocher la ligne d'eau va se trouver à l'aval, et nous dirons que la ligne d'eau est contrôlée par l'aval. Alors que dans un écoulement supercritique, un écoulement rapide, à ce moment-là, la ligne d'eau doit se raccrocher à un point à l'amont. Et donc nous aurons des axes hydrauliques d'aval et des axes hydrauliques d'amont, dépendant de la situation par rapport à la profondeur critique. Résumons, nous avons défini des pentes faibles et des pentes fortes en fonction de la position relative de HU et de HC. Nous avons une information par rapport à HU, si la profondeur est supérieure à HU, nous savons que SF est inférieur à S0, et l'inverse si la profondeur est plus petite que HU. Et nous savons par rapport à HC, cette fois-ci, que les axes hydrauliques vont dépendre de l'aval pour H plus grand que HC, et vont dépendre de l'amont pour H plus petit que HC. Nous avons donc là une série de conditions qui mettent en jeu la profondeur uniforme et la profondeur critique. Alors, essayons de tirer de toute cette information quelque chose qui nous permette de comprendre quels sont les différents types de lignes d'eau que nous allons rencontrer dans la pratique. Pour cela, essayons de voir quelle est l'évolution de l'énergie spécifique d'une section à l'autre, donc dE sur ds, la dérivée par rapport à l'abscisse. On rappelle la définition de l'énergie spécifique, donc H racine de 1 moins 0 carré plus alpha Q carré sur 2GA carré, l'énergie par rapport au pied de la section. Et supposons que on ait deux sections, une section 1, une section 2, 1 à gauche, 2 à droite, et donc nous aurons E1 et nous aurons E2. Complétons le dessin en considérant que la différence de niveau entre le pied de section 1 et le pied de section 2 est égale à S0 delta S, si delta S est la distance entre les deux sections. Et la perte de charge entre la section 1 et la section 2, qui est la différence de niveau de la ligne d'énergie,
sera égal à SF delta S entre 1 et 2. Alors, par simple considération géométrique, nous voyons que E1 plus S0 delta S à gauche, en rouge, est égal à E2 plus SF delta S en bleu à droite. Nous pouvons isoler E2 moins E1 dans cette équation, c'est-à-dire delta E, et nous voyons que delta E est égal à S0 moins SF delta S. Ou encore que dE sur ds est égal à S0 moins SF. C'est le moment de se rappeler la variation justement de SF par rapport à S0 en fonction de la position de H par rapport à HU. Et bien sûr, si H est plus grand que HU, SF est plus petit que S0, et donc dE sur ds est positif, et l'inverse si H est plus petit que HU, dE sur ds est négatif. Qu'est-ce que cela peut nous donner comme information pratique? Prenons d'abord le cas d'une pente faible. Une pente faible, c'est-à-dire que HU est plus grand que HC. Et nous avons les deux points qui représentent HU et HC, le point vert HU, le point rouge HC. Nous savons que si H est plus grand que HU, dE sur ds est positif, donc E augmente. Et on voit que si E augmente, la flèche qui correspond à E augmente correspond aussi à H qui augmente. Si par contre nous nous trouvons entre HC et HU, comme nous sommes en dessous de HU, E diminue, mais cette fois-ci, la flèche qui correspond à une diminution de E correspond à une diminution de H. Et enfin, si on se trouve avec H en dessous de HC, à ce moment-là, E diminue aussi, puisqu'on est en dessous de HU a fortiori, mais cette fois-ci, la diminution de E correspond à une augmentation de H. Et nous pouvons faire exactement le même type de raisonnement pour une forte pente hydraulique. Et nous constatons finalement que nous avons un peu les mêmes conclusions. Si nous nous trouvons dans l'intervalle entre HC et HU, on voit que H va diminuer. Si nous nous trouvons en dehors de cet intervalle, soit en dessous de HU, soit au-dessus de HC, nous allons avoir que la profondeur augmente. Bien, ceci nous donne déjà plus ou moins le type d'axe auquel on peut s'attendre, mais pour préciser les choses, bien entendu, nous devons calculer ces axes hydrauliques, ces lignes d'eau, et pour ce faire, nous aurons besoin d'établir l'équation de la ligne d'eau. C'est ce que nous ferons dans la prochaine leçon. À bientôt.